Je venais de gagner 150 millions d'euros. Quelques heures plus tard, un chauffard me laissait pour morte à l'hôpital. Mon mari, l'homme que je comptais surprendre avec cette nouvelle qui allait changer nos vies, n'est jamais venu me voir. Son seul message, transmis par une infirmière, fut glacial: je ne perds pas mon temps avec une estropiée fauchée. Mais la plus grande trahison attendait encore. Des semaines plus tard, il a franchi la porte de ma chambre d'hôpital, main dans la main avec sa nouvelle fiancée. C'est alors qu'elle m'a regardé, a lâché son sac de luxe et a murmuré des mots qui allaient tout faire basculer: c'est toi, la femme de la photo. Bonjour à tous et merci de vous joindre à moi aujourd'hui. C'est une histoire difficile à raconter, mais je dois le faire. Avant de plonger dans les détails de ce cauchemar, j'aimerais beaucoup savoir d'où vous m'écoutez. Dites-moi dans les commentaires de quelle ville ou de quel pays vous êtes, et quelle heure il est chez vous en ce moment. C'est parti. Mon nom est Chloé, j'ai 32 ans et jusqu'à récemment, je pensais avoir une vie normale, presque banale, à Lyon. Une vie construite autour de mon mariage de 8 ans avec Julien. 8 ans. C'est long et court à la fois. Assez long pour voir l'amour passionné des débuts s'effriter et laisser place à une sorte d'habitude polie, une colocation silencieuse dans notre petit appartement du quartier de la Croix-Rousse. Les murs de cet appartement, témoins de nos premiers rires, semblaient maintenant absorber nos silences. Julien était devenu un étranger qui partageait mon lit. Nos conversations se limitaient au strict nécessaire: les factures, les courses, les problèmes de plomberie. La distance entre nous s'était creusée au rythme de ses échecs professionnels. Julien avait toujours de grandes idées, des projets révolutionnaires qui, selon lui, allaient nous rendre riches. Mais chaque projet se terminait de la même manière, par un gouffre financier que je devais combler. J'étais superviseur dans un service client, un travail stressant et peu gratifiant, mais stable. Mon salaire, autrefois confortable pour une personne, était devenu notre seule bouée de sauvetage. Je faisais des heures supplémentaires, non pas pour nous offrir des vacances de rêve, mais pour rembourser les dettes laissées par « l'investissement génial » de Julien du mois précédent. Il détestait que je parle de ses « échecs ». Pour lui, c'étaient des « expériences d'apprentissage ». Des expériences coûteuses que je payais avec ma santé et mon énergie. Chaque soir, je rentrais épuisé, espérant un peu de réconfort, un simple « comment s'est passée ta journée ?» Mais je trouvais le plus souvent un appartement vide ou un Julien absorbé par son téléphone, cherchant la prochaine opportunité infaillible. Les dîners que je préparais avec soin étaient accueillis par des critiques: c'est un peu sec, non, tu aurais dû mettre plus d'épices. Chaque commentaire était une petite entaille de plus dans mon estime de moi. Je me sentais invisible, transparente, simple gestionnaire de notre faillite commune. La solitude était devenue ma compagne la plus fidèle. Une solitude pesante, assise à côté de moi sur le canapé pendant que je regardais seule une série sur Netflix, un plat de reste sur les genoux. Et puis, un mardi midi, alors que je mangeais un sandwich insipide à mon bureau, mon téléphone a sonné. Numéro masqué. J'ai failli ne pas répondre, pensant à un démarchage commercial. Mais une impulsion m'a fait glisser le doigt sur l'écran. Bonjour, Madame Chloé Dubois ? La voix était officielle, sérieuse. J'ai confirmé, mon nom de jeune fille me semblant étrange après toutes ces années. Ici la Française des Jeux. Nous vous appelons concernant votre participation à l'Euro-Million la semaine dernière. Mon cœur a raté un battement. Je jouais rarement, juste quand la cagnotte était énorme, pour le frisson, pour le rêve. J'avais complètement oublié ce ticket que j'avais acheté à la va-vite en faisant mes courses. Madame, je suis heureux de vous informer que vous êtes l'unique gagnante du jackpot de 150 millions d'euros. Le sandwich m'est tombé des mains. Le bruit sourd sur le sol de la salle de pause a semblé venir d'un autre monde. Pardon ? Vous pouvez répéter ? L'homme a ri doucement. 150 millions d'euros, madame. Toutes nos félicitations. J'ai cru à une blague, une arnaque sophistiquée. Mais il m'a donné des détails, des numéros de référence, des codes que seul le détenteur du ticket pouvait connaître. J'ai sorti le petit papier froissé de mon portefeuille. Tout correspondait. Ce n'était pas réel. Ça ne pouvait pas être réel. J'ai bredouillé quelques mots de remerciement et j'ai raccroché. Je suis restée assise, tremblante, le regard fixé sur le mur.
150 millions. Le chiffre dansait devant mes yeux, une suite de zéros qui défiait l'entendement. Fini les dettes. Fini les heures supplémentaires. Fini l'angoisse à la fin du mois. Mais ma première pensée, la plus forte, la plus immédiate, n'a pas été pour moi. Elle a été pour Julien. C'était la solution. La solution à tout. L'argent était la source de toutes nos tensions, de son amertume, de ma fatigue. Avec cette fortune, il pourrait enfin lancer son entreprise sans risque. Nous pourrions acheter la maison dont nous rêvions, voyager, retrouver la complicité et la joie de nos débuts. Je l'imaginais déjà, son visage s'illuminant, le stress quittant ses épaules. Il me prendrait dans ses bras, et nous ririons comme nous ne l'avions pas fait depuis des années. Cet argent n'allait pas seulement changer ma vie, il allait sauver notre mariage. Une vague d'énergie pure m'a traversée. J'ai dit à mon chef que je ne me sentais pas bien et je suis partie. Ce n'était même pas un mensonge. Mon estomac était noué, mes mains tremblaient. J'ai conduit, non pas vers la maison, mais vers les halles Paul Bocuse, le temple de la gastronomie lyonnaise. J'ai rempli un panier sans regarder les prix pour la première fois de ma vie, du homard, du bœuf de Kobe, une bouteille de champagne millésimée. Je voulais que ce soir soit parfait. À la maison, j'ai mis la plus belle nappe, sorti la vaisselle de notre mariage qui prenait la poussière. J'ai allumé des bougies, mis la playlist de nos premières années ensemble. J'ai enfilé la robe bleue qu'il m'avait offerte pour notre 2e anniversaire, celle qui, disait-il, donnait à mes yeux la couleur du ciel d'été. Tout était parfait. J'ai répété mon discours devant le miroir, le sourire aux lèvres. Ce soir, j'allais lui offrir le monde. J'ai attrapé les clés de la voiture, mon cœur battant la chamade. Je ne pouvais plus attendre, je devais voir son visage. Mais je ne savais pas que ce trajet pour le surprendre allait me conduire tout droit en enfer. Que se passerait-il si le rêve de toute une vie se transformait en cauchemar en une fraction de seconde? Mon téléphone a vibré juste au moment où je m'apprêtais à partir. C'était Julien. Salut, je vais rentrer tard. Réunion de dernière minute avec des investisseurs. Ne m'attends pas. Sa voix était plate, distante. La déception m'a frappé comme une gifle. Oh. D'accord. Mais Julien, j'ai quelque chose d'incroyable à t'annoncer. Il m'a coupé. Pas ce soir, Chloé. Je suis sur un gros coup. On en reparle demain. Et il a raccroché. Le gros coup. J'ai souri tristement. Il n'avait aucune idée du gros coup qui nous attendait. L'impatience a pris le dessus sur la déception. Demain, c'était trop loin. Je connaissais l'adresse de son bureau, un petit espace de coworking dans le quartier de la Pardieu. J'allais le surprendre là-bas. L'effet n'en serait que plus spectaculaire. J'ai sauté dans ma vieille Clio, le cœur plein d'une joie fébrile. J'imaginais la scène, j'allais entrer, il serait surpris, peut-être un peu agacé, et puis je lui montrerais le ticket. Son visage. Je voulais graver sa réaction dans ma mémoire pour toujours. La pluie fine de novembre rendait les rues de Lyon glissantes, les lumières de la ville se reflétant sur le bitume mouillé. J'étais tellement absorbée par mes pensées que je n'ai pas vu le danger arriver. À une intersection, le feu pour moi était vert. Je me suis engagée normalement. C'est là qu'une grosse voiture noire, un SUV, a surgi de ma droite, grillant le feu rouge à une vitesse folle. Je n'ai eu qu'une fraction de seconde pour voir le visage du conducteur à travers son pare-brise jaune, paniqué avant que le monde n'explose. Le choc a été d'une violence inouïe. Le bruit du métal qui se froisse, du verre qui éclate. Ma tête a heurté la vitre latérale avec une force terrible. L'airbag s'est déployé, me frappant le visage comme un coup de poing. Ma petite Clio a été projetée sur le côté, tournoyant sur elle-même avant de s'immobiliser contre un poteau. La douleur était partout, aiguë, brûlante. J'entendais des cris au loin, le son d'une alarme de voiture. J'ai essayé de bouger, mais mon corps ne répondait plus. Le goût métallique du sang a envahi ma bouche. Ma dernière pensée avant de sombrer dans l'obscurité a été pour le ticket de loterie, en sécurité dans mon portefeuille. L'ironie était tragique. J'étais riche, et j'allais peut-être mourir. Je me suis réveillée au son régulier d'un bip. Une odeur d'antiseptique flottait dans l'air.
J'ai ouvert les yeux avec difficulté. Un plafond blanc, une lumière fluorescente agressive. J'étais à l'hôpital. Une infirmière au visage doux mais fatigué s'est approchée. Bienvenue parmi nous, Madame Dubois. Vous êtes à l'hôpital de la Croix-Rousse. Vous nous avez fait une belle frayeur. Elle m'a expliqué. L'accident. Le délit de fuite, le conducteur du SUV ne s'était jamais arrêté. J'avais été inconsciente pendant près de 2 jours. Le diagnostic était lourd, commotion cérébrale, 3 côtes cassées, une cheville fracturée et de multiples contusions. Vous avez eu beaucoup de chance, a-t-elle conclu. La chance. Ce mot résonnait étrangement. Ma première question a été pour mon mari. Avez-vous prévenu Julien? L'infirmière a eu une légère hésitation. Nous avons appelé votre contact d'urgence dès votre arrivée. Il n'a pas répondu. Nous avons laissé plusieurs messages. 2 jours. 2 jours sans réponse. L'angoisse a commencé à serrer ma gorge. Même en colère, même occupé, un message de l'hôpital aurait dû l'alerter. S'il vous plaît, ai-je supplié, ma voix rauque, essayez de l'appeler à nouveau. C'est important. Elle est revenue 20 minutes plus tard avec un téléphone. Je l'ai en ligne. Un soulagement immense m'a envahi. Julien, ai-je murmuré. Chloé. Qu'est-ce qu'il y a encore? Sa voix n'était pas inquiète. Elle était agacée. Frustrée. Les mots sont sortis difficilement. J'ai eu un accident. Un grave accident. Je suis à l'hôpital. Il y a eu un silence. Pas un silence choqué. Un silence lourd, exaspéré. Et qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Je suis en plein milieu d'un truc crucial. Je n'ai pas le temps pour tes drames. Les mots m'ont frappé plus fort que le SUV. Des drames? Julien, j'étais inconsciente. J'ai besoin de toi. Il a soupiré. Écoute, je suis très occupée. Dites-lui de se débrouiller. C'est là que j'ai compris qu'il ne parlait pas à moi, mais à l'infirmière. Il croyait que c'était encore elle. Puis il a dû réaliser. Attends, c'est toi? Écoute, Chloé, je ne peux pas gérer ça maintenant. Débrouille-toi. Et arrête de m'appeler. La ligne a été coupée. L'infirmière m'a repris doucement le téléphone des mains. J'étais en état de choc. Je n'arrivais pas à pleurer. Je n'arrivais à rien. Quelques jours plus tard, une douleur plus concrète s'est ajoutée à ma peine. J'ai voulu utiliser l'application de ma banque sur mon téléphone pour commander un livre, histoire de passer le temps. J'ai ouvert le compte joint. Et mon monde s'est effondré une seconde fois. Le solde affichait 4,17 €. Je suis allé dans l'historique. Un seul virement, effectué le lendemain de mon accident. Un virement de la totalité de nos économies, environ 15 000 €, le peu que nous avions mis de côté vers un compte à son seul nom. Il ne m'avait pas seulement abandonné. Il m'avait pillé. Alors que j'étais entre la vie et la mort, sa seule préoccupation avait été de sécuriser l'argent. J'ai fixé l'écran, le chiffre dérisoire de 4,17 € gravé dans ma rétine. J'étais blessé, seul, et maintenant, officiellement sans le sou à ses yeux. La cruauté de son geste était abyssale. C'était prémédité. Il m'avait laissé pour morte, puis il avait vidé nos comptes. Je pensais avoir touché le fond, mais le lendemain, j'allais découvrir que le cauchemar ne faisait que commencer. Comment peut-on continuer à se battre quand la personne censée vous protéger devient votre bourreau? Les jours qui ont suivi ont été un brouillard de douleurs physiques et de désespoir. Chaque séance de kinésithérapie était une torture, chaque repas avait un goût de cendre. Mais la pire douleur n'était pas celle de mes côtes cassées. C'était celle de la solitude, du silence de mon téléphone. J'étais une île, coupée du monde que je connaissais. Julien ne donnait aucun signe de vie, et j'étais trop anéantie pour essayer de le recontacter. Que pouvais-je lui dire, de toute façon? Puis, une semaine après mon réveil, un rayon de soleil a percé les nuages. Ma meilleure amie, Manon, est entrée en trombe dans ma chambre, son visage déformé par l'inquiétude et la colère. Elle revenait d'un voyage d'affaires en Allemagne. Chloé. Mon Dieu. J'ai essayé de t'appeler pendant des jours.
Je viens de voir les messages de l'hôpital. Pourquoi est-ce que ce connard de Julien ne m'a pas prévenu? Elle m'a serré dans ses bras, faisant attention à ne pas me blesser. Pour la première fois depuis l'accident, j'ai fondu en larmes. Des larmes chaudes de soulagement, de chagrin, de rage. Je lui ai tout raconté. L'accident, l'appel glacial de Julien, le compte en banque vidé. Manon est devenue blême. Sa tristesse s'est transformée en une fureur froide. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas tout. Il faut que je te montre quelque chose. Je suis désolée, Chloé, mais tu dois savoir. Elle a sorti son téléphone, ses doigts tremblants de colère. Elle a ouvert Instagram. Et là, sur l'écran, mon univers a basculé. C'était une photo de Julien, prise il y a à peine 3 jours. Il était à Annecy, au bord du lac, le sourire éclatant. Son bras entourait la taille d'une jeune femme magnifique, d'Accent grave peine 25 ans, brune, vêtue d'une robe rouge qui devait coûter plus que mon salaire mensuel. Il trinquait au champagne. La légende, écrite par Julien, était une véritable déclaration de guerre, célébration de nos fiançailles à Annecy. Un nouveau chapitre commence. Parfois, il faut savoir se débarrasser du poids mort pour pouvoir avancer. Le poids mort. C'était moi. J'ai fixé la photo, le souffle coupé. Les fiançailles. Nous étions encore mariés. Il y a des commentaires, a murmuré Manon. Je les ai lus. Des amis de Julien le félicitaient. L'un d'eux a demandé, et Chloé alors? La réponse de Julien était juste en dessous. Oh, ça fait des mois qu'on est séparés. Elle a eu une sorte de crise et elle est partie. C'est mieux comme ça pour tout le monde. Il mentait. Il mentait à tout le monde. Il réécrivait notre histoire, me faisant passer pour une folle instable qu'il avait abandonnée. Mon chagrin s'est transformé en une rage glaciale. La tristesse a laissé place à une détermination nouvelle. Il ne s'en tirerait pas comme ça. C'est à ce moment-là que j'ai pris ma décision la plus importante. Je n'ai rien dit à Manon à propos de la loterie. C'était mon secret. Mon arme. Julien pensait m'avoir laissé briser et sans un sou. Il allait bientôt comprendre son erreur. Le lendemain, le coup de grâce est arrivé. Une femme élégante du service administratif de l'hôpital est entrée dans ma chambre, l'air grave. Madame Dubois, nous avons reçu une lettre de l'avocat de votre mari, Maître Bernard. Elle m'a tendu une enveloppe. Mes mains tremblaient en l'ouvrant. C'était une mise en demeure officielle. Julien demandait le divorce pour faute. Les motifs invoqués étaient surréalistes, abandon du domicile conjugal, et, le pire de tout, altération grave et durable des facultés mentales. Il utilisait l'accident, ma commotion cérébrale, contre moi. Il prétendait que j'étais mentalement instable et que c'était la raison pour laquelle j'avais fui notre domicile des mois auparavant. C'était une manœuvre calculée, cruelle, destinée à me discréditer complètement, à s'assurer que je n'obtienne rien du divorce, et à le protéger de toute accusation d'abandon. Il ne se contentait pas de me quitter. Il voulait m'effacer, me salir, me faire passer pour folle pour justifier sa trahison. Il voulait prendre la maison, tout, et me laisser sans rien, endettée et avec une réputation détruite. J'ai regardé l'infirmière qui venait prendre ma tension. Elle a vu la lettre, elle a vu mon visage. Les vautours ne perdent jamais de temps, a-t-elle dit doucement. Alors qu'il paradait avec sa nouvelle fiancée, il avait décidé de venir me donner le coup de grâce en personne. Je ne le savais pas encore, mais leur visite était imminente. Et c'est là que tout a basculé. C'est incroyable, n'est-ce pas? La cruauté humaine n'a parfois pas de limite. Si vous étiez à ma place, à ce moment précis, blessée, trahie, et accusée d'être folle, qu'auriez-vous fait? Auriez-vous sombré dans le désespoir ou auriez-vous commencé à planifier votre vengeance? Dites-le moi dans les commentaires, j'ai vraiment besoin de savoir ce que vous en pensez. 2 jours après la réception de cette lettre infâme, alors que je m'entraînais à marcher avec des béquilles dans le couloir, l'infirmière en chef est venue me trouver, l'air embarrassé. Chloé, vous avez de la visite. Votre mari est là. Il n'est pas seul. Mon sang s'est glacé. Mon premier instinct a été de refuser. Je ne voulais pas le voir. Je ne voulais pas affronter ce monstre et sa nouvelle conquête. Mais une nouvelle force,
né de la rage, a pris le dessus. Faites-les entrer, ai-je dit, ma voix plus ferme que je ne l'aurais cru. Donnez-moi 5 minutes pour retourner dans ma chambre. Je ne voulais pas qu'ils me voient faible. J'ai refusé de m'allonger dans mon lit. Je me suis assise sur le fauteuil près de la fenêtre, le dos droit, les béquilles posées à côté de moi comme des sentinelles. J'ai lissé ma blouse d'hôpital, passé une main dans mes cheveux. Je voulais leur montrer que même brisée, je n'étais pas vaincue. La porte s'est ouverte et il est entré. Julien. Il avait l'air différent. Une nouvelle coupe de cheveux, plus étudiée. Un costume sombre, parfaitement coupé, que je n'avais jamais vu. À son poignet, une montre de luxe avait remplacé la vieille montre que je lui avais offerte pour Noël. Il avait l'air prospère, épanoui. Le portrait même du succès, un succès bâti sur ma ruine. Derrière lui, se tenait la femme de la photo. Léa. En personne, elle était encore plus impressionnante. Grande, une assurance insolente, vêtue d'un chemisier en soie et d'un pantalon de créateur. Des diamants brillaient à ses oreilles. Chloé, a dit Julien, d'un ton faussement compatissant qui m'a donné la nausée. Tu as l'air aussi brisé que notre mariage. Il a même eu l'audace de sourire. J'ai gardé ma voix neutre, glaciale. C'est ce qui arrive quand un chauffard vous laisse pour morte, Julien. Il a ignoré ma pique. Je te présente Léa. Ma fiancée. Il a appuyé sur le mot « fiancée », un défi lancé à ma face. Léa m'a adressé un petit sourire condescendant, un mélange de pitié et de triomphe. Nous sommes encore mariés, Julien, ai-je rappelé calmement. Légalement, tu ne peux pas être fiancé. Il a balayé ma remarque d'un geste de la main. Détail, détail. L'avocat s'occupe de tout. D'ailleurs, tu as reçu son courrier, j'espère ? Ça devrait clarifier les choses. La provocation était claire. Il voulait que je sache qu'il contrôlait la situation. Léa a pris la parole, sa voix douce comme du miel empoisonné. Julien m'a tellement parlé de toi, a-t-elle commencé, en me regardant de haut en bas. Il m'a dit que tu t'étais beaucoup laissé aller ces dernières années. Le stress, sans doute. Mais je dois dire que l'accident semble t'avoir fait perdre quelques kilos. Il y a du bon en tout, n'est-ce pas ? La méchanceté était si gratuite, si délibérée. Ils n'étaient pas venus pour discuter. Ils étaient venus pour m'humilier. Pour savourer leur victoire sur mes décombres. L'appartement que nous avons visité à Presqu'île est divin, mon amour, a-t-elle continué en se tournant vers Julien, m'ignorant complètement. Celui avec la vue sur Fourvière. J'ai hâte de décorer. J'ai déjà versé la compte, a répondu Julien, lui souriant avec une tendresse qu'il ne m'avait pas montrée depuis des années. Avec quel argent, ai-je demandé, incapable de me retenir. Avec l'argent de notre compte que tu as vidé pendant que j'étais dans le coma ? Le sourire de Julien s'est effacé, remplacé par un rictus cruel. L'argent va à ceux qui savent le faire fructifier, Chloé. Pas à ceux qui se contentent de le compter. La famille de Léa a des moyens, des vrais moyens. Ils comprennent ce que c'est que d'avoir une vision. Il s'est tourné vers Léa. Tu vois, c'est ce que je te disais. Toujours négative. Toujours avoir le petit bout de la lorgnette. Mais quelque chose d'étrange se passait. Alors que Julien continuait son monologue sur ma prétendue médiocrité, le regard de Léa a changé. Elle ne me regardait plus avec arrogance. Elle me dévisageait, fronçant les sourcils, comme si elle essayait de résoudre une énigme. Son expression parfaitement composée commençait à se fissurer. Il y avait une lueur de confusion dans ses yeux. Elle me scrutait, non pas avec mépris, mais avec une étrange intensité, comme si elle cherchait quelque chose de familier dans mon visage fatigué et meurtri. Je pouvais voir la confusion dans ses yeux. Elle me dévisageait, non pas avec mépris, mais avec une étrange lueur de reconnaissance. Ce qui allait se passer ensuite, personne n'aurait pu l'imaginer. Restez avec moi pour découvrir la suite, car la conversation était sur le point de prendre un tournant complètement inattendu. Elle a froncé les sourcils et s'est approchée de mon lit. Elle a ouvert la bouche pour dire quelque chose, son visage soudainement pâle comme un linge. Ce n'était pas de la pitié que je voyais dans ses yeux, c'était un choc pur et total. Pourquoi cette femme, ma rivale,
semblait-elle soudainement me reconnaître d'une manière qui la terrifiait. Le monologue cruel de Julien continuait, mais il parlait dans le vide. Léa ne l'écoutait plus. Elle s'était approchée de mon fauteuil, ses yeux de créatrice de mode analysant chaque détail de mon visage. L'arrogance avait disparu, remplacée par une incrédulité grandissante. « Excusez-moi » a-t-elle dit, sa voix soudainement hésitante, coupant la parole à Julien. « C'est étrange, vous me rappelez quelqu'un. » Julien a levé les yeux au ciel, agacé par l'interruption. « Léa, ne sois pas ridicule. Tu ne la connais pas. »« Non, c'est vrai, » a-t-elle murmuré, plus pour elle-même que pour nous. « Mais il y a quelque chose. Vos yeux. » Elle a secoué la tête, comme pour chasser une pensée absurde. Puis, elle m'a posé la question la plus inattendue du monde. « Quel était votre nom de jeune fille ?» La question m'a décontenancée. Pourquoi voulait-elle savoir ça? J'ai hésité, puis j'ai répondu. Dubois. Mon nom est Chloé Dubois. Le mot « Dubois » a eu l'effet d'une décharge électrique sur Léa. Son visage a perdu toute couleur. Elle est devenue d'une pâleur cadavérique. Elle a fait un pas en arrière, heurtant la petite table de nuit avec un bruit sourd. Non, a-t-elle soufflé, les yeux écarquillés par l'horreur. Non, ce n'est pas possible. Vous êtes sûr? Julien a perdu patience. Il a attrapé son bras. Léa, qu'est-ce qui te prend? Tu deviens folle ou quoi? On s'en va. Mais elle s'est dégagée de son emprise, les mains tremblantes. Elle a sorti son smartphone de son sac. Ses doigts ont glissé maladroitement sur l'écran. Elle a cherché quelque chose dans sa galerie de photos, puis elle s'est avancée vers moi, le téléphone tendu. Cet homme? A-t-elle dit, sa voix brisée. Est-ce que vous connaissez cet homme? Sur l'écran, il y avait une vieille photo, visiblement scannée. Les couleurs étaient passées, les bords jaunis. Elle montrait un homme, jeune et souriant, tenant une petite fille dans ses bras. Le monde s'est arrêté de tourner. Cet homme, c'était mon père. L'homme qui avait abandonné ma mère et moi quand j'avais à peine 5 ans. Une blessure que je pensais refermer s'est rouverte violemment. Je n'avais que quelques photos de lui, mais ce visage était gravé dans ma mémoire. C'est mon père, ai-je réussi à articuler. Léa a laissé échapper un petit cri, un son étranglé de pure incrédulité. Les larmes ont commencé à couler sur ses joues parfaitement maquillées. Cet homme? A-t-elle répété, la voix tremblante. C'est mon père aussi. Elle a fait défiler une autre photo. Le même homme, quelques années plus tard, tenant un autre bébé dans ses bras. Ce bébé, c'était elle. Le silence dans la chambre était assourdissant. Julien nous regardait, passant de l'une à l'autre, son cerveau essayant de traiter l'information impossible. La femme qu'il avait abandonnée pour morte et la femme riche qu'il comptait épouser, étaient sœurs. Sœurs par ce père bigame et fuyant, qui avait semé des familles brisées sur son passage. Maman m'a toujours dit qu'il avait eu une autre vie avant elle, a sangloté Léa. Elle avait cette photo. La seule chose qu'il avait laissée derrière lui quand il est parti, elle aussi. Elle m'a dit que j'avais une sœur quelque part. Une sœur qui s'appelait Chloé. L'ironie était cosmique. D'une cruauté presque poétique. Nous étions le fruit du même homme, 2 femmes trahies par les hommes de leur vie, réunies par le plus improbable des hasards. Julien a finalement compris. J'ai vu la panique dans ses yeux. Son plan si parfait, épouser la riche héritière pour financer son train de vie après s'être débarrassé de sa femme, poids mort, venait d'exploser de la manière la plus spectaculaire qui soit. La riche héritière était la sœur de sa victime. C'est absurde, a-t-il bafouillé. C'est une coïncidence ridicule. Il a attrapé le bras de Léa avec force. On s'en va. Tu es sous le choc, tu ne sais pas ce que tu dis. Il a commencé à la tirer vers la porte. Mais Léa s'est retournée une dernière fois vers moi. À travers ses larmes, son regard n'était plus celui d'une rivale. C'était un regard de désolation, de honte, et peut-être, pour la première fois, de sororité. Il l'a traînée dehors en criant des excuses confuses. Je suis restée seule, le souffle coupé. Ma rivale, la fiancée de mon mari, était ma propre sœur. Et elle venait de découvrir que l'homme qu'elle aimait détruisait la vie de sa famille perdue depuis longtemps.
Comment est-ce que cette révélation allait changer la donne? Allait-elle choisir l'homme qu'elle pensait aimer, ou la sœur qu'elle venait à peine de trouver? Je n'ai pas eu à attendre longtemps pour avoir ma réponse. Le lendemain matin, quelqu'un a frappé doucement à la porte de ma chambre. C'était Léa. Seule. Elle était méconnaissable. Le maquillage impeccable avait disparu, laissant place à des yeux rougis par les larmes. Les vêtements de créateur avaient été remplacés par un simple jean et un pull. Elle avait l'air de son âge, jeune, perdue et vulnérable. Elle tenait un petit bouquet de pivoine, mes fleurs préférées. Je ne savais pas si vous aimiez ça, a-t-elle murmuré. Julien ne m'a jamais rien dit sur vous. Elle est entrée et s'est assise sur le fauteuil qu'elle avait occupé la veille avec tant d'arrogance. Le silence s'est installé, lourd de tout ce qui n'avait pas été dit. C'est elle qui l'a brisé. Je suis tellement désolée, Chloé, a-t-elle commencé, sa voix s'étranglant dans un sanglot. Je ne savais rien. Je le jure. Pour tout. Elle a enfoui son visage dans ses mains et a pleuré, de vrais pleurs de chagrin et de honte. J'aurais dû ressentir de la satisfaction, une sorte de triomphe. Mais en la regardant, je n'ai vu que ma propre douleur en miroir. Une autre femme trompée, manipulée. Ma sœur. Je suis restée silencieuse, la laissant vider son sac. Quand elle s'est calmée, elle a levé les yeux vers moi. Il m'a menti surtout, a-t-elle expliqué. Il m'a dit que sa femme l'avait quitté, qu'elle était instable, cruelle. Il a utilisé un faux nom. Il a inventé toute une histoire pour me faire pitié. Quand je t'ai vu hier, et que tu as dit ton nom de famille, tout s'est effondré. C'était toi. La sœur que ma mère m'avait dit de chercher toute ma vie. Nous avons parlé pendant des heures. Nous avons partagé les histoires de nos mères, deux femmes aimantes abandonnées par le même homme égoïste. Nous avons reconstitué le puzzle de nos vies parallèles, si proches géographiquement, mais à des années-lumière l'une de l'autre sur le plan social. L'argent de la famille de sa mère l'avait protégée, tandis que j'avais lutté toute ma vie. Mais au fond, nous portions la même blessure, la même absence. Puis la conversation est revenue sur Julien. Léa m'a révélé l'étendue de sa duplicité. Il est obsédé par l'argent, Chloé. Depuis des mois, il me pousse à investir l'héritage que ma mère m'a laissé dans ses projets. Il était si charmant au début, si attentionné. Mais récemment, il est devenu froid, manipulateur. Surtout quand je refusais de signer un chèque. Elle a eu un rire amer. Je commençais à avoir des doutes. Je trouvais étrange qu'il ne veuille jamais que je rencontre ses amis, sa famille. J'ai commencé à enregistrer nos conversations, juste au cas où. Je me sentais paranoïaque, mais mon instinct me disait que quelque chose n'allait pas. Mon cœur s'est mis à battre plus vite. Tu l'as enregistré? Elle a hoché la tête. J'ai tout. Des heures d'enregistrement. Elle a sorti une petite clé USB de sa poche. Hier soir, après notre départ d'ici, il était furieux. Pas contre moi, contre toi. Il a dit que tu compliquais les choses. Il a parlé de son plan, comment il allait te faire passer pour folle, comment il s'était assuré de vider les comptes pour que tu ne puisses pas te payer un avocat. Il a ri, Chloé. Il a ri en disant que l'accident était une heureuse coïncidence, parce que ça rendait son histoire de dépression nerveuse plus crédible. Une vague de nausées m'a submergée. Entendre ces mots rapportés était encore pire que de les imaginer. Il y a assez là-dedans pour le détruire, Chloé, a dit Léa, sa voix dure comme l'acier. Pour détruire sa réputation, ses affaires. Pour montrer à tout le monde le monstre qu'il est vraiment. Elle a posé la clé USB sur la table de nuit, entre nous. Je ne savais pas que je cherchais ma sœur. Mais maintenant que je t'ai trouvée, je ne laisserai personne te faire de mal. Surtout pas lui. Dans cette chambre d'hôpital aseptisée, une alliance improbable est née. Nous n'étions plus la femme et la maîtresse. Nous étions deux sœurs, réunies par la trahison d'un homme, prêtes à se battre ensemble. Nous étions la justice de nos mères. Nous étions la tempête qui allait s'abattre sur Julien. J'ai pris la clé, et pour la première fois depuis l'accident, j'ai senti une lueur de puissance revenir en moi. Ce n'était plus seulement mon combat. C'était devenu le nôtre. Que peut faire un homme, aussi arrogant soit-il, face à la fureur de deux sœurs unies par le sang et la vengeance?
L'arrivée de Léa et de sa clé USB a été comme un électrochoc. Mon désespoir s'est mué en une énergie combative. Nous n'étions plus des victimes, nous étions des stratèges. Le lendemain, notre petite armée s'est agrandie. Manon est revenue, le visage sombre mais les yeux brillants de détermination. Elle avait les premiers résultats de l'enquête du détective privé qu'elle avait engagé sur un coup de tête. Je savais qu'il y avait anguille sous roche, mais je n'imaginais pas ça, a-t-elle dit en étalant des photos et des documents sur mon lit d'hôpital. Le spectacle était encore plus sordide que je ne le pensais. Il n'y avait pas que Léa. Il y avait des photos de Julien avec au moins 3 autres femmes au cours des 2 dernières années. Des dîners dans des restaurants chics, des week-ends dans des hôtels de luxe, toujours pendant ses prétendus voyages d'affaires. Il menait une double, voire une triple vie, financée par mon travail acharné. Mais le pire était dans les documents. Le détective avait déterré 3 prêts à la consommation importants, totalisant près de 200 000 €. Tous contractés à mon nom. Il avait imité ma signature, utilisé une copie de ma carte d'identité. J'étais endettée jusqu'au cou sans même le savoir. Il avait planifié sa fuite depuis des mois, en construisant une prison de dettes autour de moi. J'ai regardé Léa et Manon. C'était le moment. Il faut que je vous dise quelque chose, ai-je commencé, ma voix tremblante d'émotion. La raison pour laquelle j'étais si pressée de voir Julien le soir de l'accident, ce n'était pas juste pour le voir. J'ai sorti de mon portefeuille le reçu de la FDJ. Je leur ai tout raconté. Les 150 millions d'euros. Le silence qui a suivi a été total, puis il a été brisé par le rire incrédule de Manon, un rire qui s'est transformé en cri de joie. Léa, elle, m'a regardé avec des larmes dans les yeux. Et tu voulais partager ça avec lui, a-t-elle murmuré. Cette simple phrase a résumé toute l'ampleur de sa trahison. La fortune qui attendait a changé la dynamique. Nous n'étions plus seulement en quête de justice, nous étions en position de force absolue. Mais j'ai insisté sur un point. Il ne doit rien savoir. Pas encore. Je veux qu'il tombe dans le piège en pensant que je suis exactement ce qu'il croit, fauché, seul et désespéré. Je veux qu'il se condamne lui-même par sa propre cupidité. Nous avons passé l'après-midi à élaborer notre plan, une véritable opération commando. Nous 3, la femme trahie, la sœur retrouvée et la meilleure amie loyale, unis contre un seul homme. Notre plan était audacieux, presque théâtral, mais nous savions que la cupidité de Julien serait son talon d'Achille. Léa serait notre appât. Elle allait porter un micro-enregistreur, bien plus performant que celui de son téléphone. Manon, qui travaillait dans la sécurité informatique, s'est procuré un équipement de qualité professionnelle. Le scénario était simple. Léa allait recontacter Julien. Elle jouerait le rôle de la fiancée confuse mais toujours amoureuse. Elle lui dirait qu'elle avait réfléchi, qu'elle était prête à lui pardonner sa vie compliquée. Puis, elle laisserait tomber l'appât. Elle lui raconterait que j'avais pris contact avec elle, en larmes, pour lui parler d'un héritage inattendu d'un vieil oncle d'Amérique, mais que j'étais trop instable pour gérer cet argent. Elle lui suggérerait, l'air de rien, que s'il jouait bien ses cartes, s'il se montrait à nouveau comme le mari attentionné, il pourrait peut-être mettre la main sur une partie de cet héritage avant de finaliser le divorce. C'était un piège grossier, mais parfaitement adapté à la psychologie de Julien. Son arrogance et son avidité l'empêcheraient de voir la supercherie. Il verrait une opportunité de plumer une dernière fois la poule aux œufs d'or avant de s'envoler. Nous étions sur le point de monter la scène finale de sa misérable pièce de théâtre. Et il allait jouer le rôle principal sans même le savoir. Nous avons répété la scène, les arguments, les fausses hésitations de Léa. C'était notre seule chance de l'amener à avouer non seulement ses intentions, mais aussi ses crimes passés, la falsification de signatures, le vol. Tout devait être parfait. Allait-il mordre à l'hameçon? Ou son instinct de prédateur lui ferait-il sentir le danger? Le soir venu, l'ambiance dans ma chambre d'hôpital était électrique. Manon avait installé un petit récepteur qui nous permettait d'écouter en direct la conversation de Léa avec Julien. Elle l'avait invité dans un bar d'hôtel chic, un endroit neutre et public où il se sentirait en confiance. Mon cœur battait à tout rompre. Et si ça ne marchait pas? Et si elle flanchait? Puis nous avons entendu sa voix. La voix de Julien,
suave, mielleuse. Il jouait le grand jeu. Il s'excusait pour son comportement à l'hôpital, mettant tout sur le compte du stress et de la surprise. Léa a joué son rôle à la perfection. Elle était hésitante, blessée, mais prête à écouter. Puis, au bout d'une demi-heure, elle a lancé l'appât. Elle a parlé de mon appel, de l'oncle d'Amérique, de l'héritage qui allait tomber. Le silence de Julien à l'autre bout du fil était éloquent. Nous pouvions presque entendre les rouages de son cerveau avide se mettre en marche. Un héritage ? Combien ? A-t-il fini par demander, essayant de paraître détaché. Je ne sais pas exactement, a répondu Léa, elle était confuse, elle parlait de beaucoup d'argent. Elle a dit qu'elle serait prête à tout te donner si tu arrêtais la procédure de divorce, si tu revenais. Ce fut le mot magique. La cupidité a balayé toute prudence. Nous l'avons entendu se vanter. Je le savais, a-t-il dit, sa voix pleine de suffisance. Elle ne peut pas vivre sans moi. C'est parfait. Je vais jouer le mari aimant pendant quelques semaines, le temps qu'elle touche l'argent. On le mettra sur un compte joint pour sécuriser notre avenir. Une fois que l'argent sera là, je viderai le compte et je disparaîtrai. Elle est tellement stupide, elle ne verra rien venir. Il ne s'est pas arrêté là. Encouragé par les fausses questions naïves de Léa, il a tout avoué. Il s'est vanté d'avoir imité ma signature sur les prêts. C'était un jeu d'enfant, a-t-il ricané. Les banques ne vérifient rien. J'ai financé notre train de vie pendant 2 ans comme ça. Elle est déjà endettée pour 200 000 €, elle ne le sait même pas. Chaque mot était un clou de plus dans son propre cercueil. Léa a continué, le poussant à parler du compte en banque vidé. Oh ça ? C'était une mesure de précaution. Elle est tellement dépensière. Je protégeais notre patrimoine. Il avait une excuse pour tout, une justification pour chaque acte odieux. Quand Léa a finalement mis fin à la conversation, Manon et moi nous sommes regardés. Nous avions tout. C'était encore pire, et donc mieux, que ce que nous avions espéré. Quelques heures plus tard, Léa m'a envoyé un message. Un seul mot, bingo. Le lendemain matin, j'ai agi vite. Le premier appel a été pour Maître Hartley, l'avocat de la Française des Jeux. Je lui ai expliqué que je voulais réclamer mes gains immédiatement, mais dans la plus grande discrétion. Pas de presse, pas d'annonce publique. Il a compris et a accepté de venir à l'hôpital l'après-midi même. Le deuxième appel a été pour un des meilleurs avocats pénalistes de Lyon, recommandé par le détective de Manon. Je lui ai envoyé les enregistrements et les preuves. Sa réponse a été immédiate, c'est un dossier en or massif. Nous pouvons l'anéantir. À 14 heures, Maître Hartley est arrivé avec les documents. J'ai signé, mon nom de jeune fille, Chloé Dubois, traçant une nouvelle ligne de départ. L'argent, 92 millions d'euros après impôts, serait sur un compte sécurisé à mon seul nom avant la fin de la journée. À 15 heures, la porte de ma chambre s'est ouverte. C'était Julien. Il tenait un bouquet de fleurs de supermarché, un sourire contrit et faux collé sur le visage. Il venait jouer son dernier acte. Il ne savait pas que le rideau était sur le point de tomber sur lui. Il a tendu la main pour prendre la mienne, son visage suintant une fausse sincérité. J'ai retiré ma main. Assieds-toi, Julien, ai-je dit, ma voix calme comme la glace. Nous avons beaucoup de choses à écouter ensemble. Que ressent un homme lorsqu'il réalise qu'il n'est pas le chasseur, mais la proie, et que le piège vient de se refermer sur lui? Julien s'est assis, visiblement surpris par mon ton glacial. Son masque de mari repenti a commencé à se fissurer. Chloé, ma chérie, je sais que tu es en colère, et tu as raison. J'ai été un idiot. Je l'ai interrompu. Épargne-moi ton discours, Julien. J'ai pris mon téléphone et j'ai appuyé sur « Play ». La voix de Julien a empli la chambre. Sa propre voix, pleine de suffisance, se vantant de la manière dont il allait me manipuler, me voler, et me jeter. Elle est tellement stupide, elle ne verra rien venir. À l'écoute de ces mots, son visage a changé. La fausse compassion a disparu, remplacée par le choc, puis par une panique pure et non dissimulée. Il m'a regardé, les yeux écarquillés. Comment as-tu eu ça? Je n'ai pas répondu.
J'ai laissé l'enregistrement continuer, chaque mot le condamnant un peu plus. C'était un jeu d'enfant d'imiter sa signature. En entendant cela, il a bondi de sa chaise. C'est un montage. C'est un faux, a-t-il crié, sa voix devenant stridente. Léa. C'est elle qui t'a donné ça. Cette garce m'a piégée. Elle a fait plus que ça, ai-je dit calmement en arrêtant l'enregistrement. Elle a choisi sa famille. J'ai pris le dossier que Manon avait laissé et je l'ai jeté sur le lit. Les photos de ses maîtresses se sont éparpillées. Tu reconnais ces femmes, Julien? Où sont-elles aussi des détails? Puis j'ai sorti les copies des contrats de prêt. Et ça? C'est ta signature, ou une autre de tes imitations? Il était piégé, acculé. Son visage était déformé par la rage et la peur. Il ressemblait à un animal pris au piège. Tu ne peux rien prouver, a-t-il sifflé. C'est ta parole contre la mienne. Tu es une femme brisée et instable. Personne ne te croira. C'est là que tu te trompes, ai-je répondu. La porte de la chambre s'est ouverte. Mon nouvel avocat, Maître Durand, est entré, suivi de 2 officiers de police en civil. Le visage de Julien est devenu livide. Il a compris. C'était fini. Monsieur Julien Moreau, a demandé l'un des policiers. Vous êtes en état d'arrestation pour fraude, falsification de documents et usurpation d'identité. Julien s'est tourné vers moi, un dernier éclair de haine dans les yeux. Tu as fait ça. Tu as tout manigancé. Non, Julien, ai-je dit en le regardant droit dans les yeux. C'est toi qui as tout fait. Moi, je me suis contenté d'allumer la lumière. Alors qu'il lui passait les menottes, il a tenté une dernière fois de reprendre le contrôle. Tu vas le regretter, Chloé. Sans moi, tu n'es rien. Tu vas te retrouver à la rue, couverte de dettes. C'était le moment que j'attendais. Le coup de grâce. J'ai souri pour la première fois. Un vrai sourire, large et libérateur. Ah, et au fait, Julien. L'héritage dont Léa t'a parlé. Ce n'était pas un héritage. Je l'ai laissé attendre une seconde, savourant son expression confuse. J'ai gagné 150 millions d'euros à l'euro-million. La nuit de l'accident, j'étais en route pour te l'annoncer. J'allais te donner la moitié du monde. Mais tu étais trop occupé à me poignarder dans le dos pour répondre au téléphone. L'expression sur son visage à cet instant précis, je ne l'oublierai jamais. Ce n'était pas seulement le choc. C'était la réalisation totale et absolue de ce qu'il avait perdu, non pas à cause de moi, mais à cause de sa propre cupidité, de sa propre cruauté. C'était le son de son univers qui s'effondrait. L'agonie pure. Tu n'auras pas un centime, ai-je continué, ma voix dure. Le divorce sera prononcé, et la seule chose que tu garderas, ce sont les dettes que tu as contractées à ton nom. Quant à moi, j'ai les meilleurs avocats que l'argent puisse acheter. Tu vas payer pour chaque mensonge, chaque trahison, chaque signature falsifiée. Alors que les policiers l'entraînaient hors de la chambre, il a crié mon nom, un cri de désespoir et de rage. La porte s'est refermée sur lui. Le silence est retombé, profond et paisible. À ce moment, Léa est entrée doucement. Elle avait attendu dans le couloir. Nous nous sommes regardés. Il n'y avait pas de triomphe dans nos yeux, seulement un immense soulagement. Le chapitre Julien de nos vies était enfin terminé. Il avait semé la ruine et il récoltait la justice. Mais après la tempête, comment reconstruit-on sa vie? L'arrestation de Julien a fait l'effet d'une bombe. La nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre. Ses investisseurs se sont révélés être des gens qui l'avaient escroqué, ses partenaires l'ont lâché, et sa réputation, construite sur du sable, s'est effondrée en quelques heures. Il attendait son procès en prison, face à des preuves accablantes. Il risquait plusieurs années de prison ferme. Je n'ai ressenti ni joie ni haine. Juste un vide. Le vide laissé par 8 ans de ma vie, gaspillé pour un homme qui n'en valait pas la peine. Quelques semaines plus tard, j'ai quitté l'hôpital. Pas sur des béquilles, mais en marchant. Lentement, mais sur mes 2 pieds. Manon et Léa étaient là pour m'accueillir. Ce n'était pas la sortie que j'avais imaginée des mois plus tôt, mais elle était infiniment plus significative. Je n'étais pas seulement sortie de l'hôpital, j'étais sortie de ma prison.
Ma première décision de femme riche et libre a été de régler toutes les dettes que Julien avait accumulées à mon nom. Le clic de la souris effectuant le virement de 200 000 € a été le son le plus libérateur de ma vie. C'était le prix de ma liberté, et il était dérisoire. J'ai vendu le petit appartement de la Croix-Rousse, ce lieu chargé de tant de mauvais souvenirs. Avec une infime partie de mes gains, j'ai acheté une belle maison sur les hauteurs de Lyon, avec un jardin et une vue imprenable sur la ville. Une maison pour moi. Un sanctuaire. Léa est devenue une présence constante et rassurante dans ma vie. Notre relation, née dans le drame, s'est transformée en un lien profond et sincère. Nous passions des heures à parler, à combler les 30 années de nos vies où nous aurions dû grandir ensemble. Nous avons pleuré nos mères, maudit notre père, et ri de l'absurdité de la vie qui nous avait réunis de cette façon. Elle a rompu définitivement avec Julien, bien sûr, et a utilisé une partie de son héritage pour aider d'autres victimes de ses escroqueries. On aurait pu penser que j'allais me lancer dans une vie de luxe et d'oisiveté. Mais l'argent, si soudain et si énorme, avait une signification différente pour moi. Il n'était pas un but, mais un outil. Un outil pour réparer, pour construire. Je pensais à ma mère, qui avait lutté toute sa vie pour m'élever seule. Je pensais à la mère de Léa, trompée et abandonnée. Je pensais à toutes ces femmes piégées par des hommes comme Julien, isolées, sans ressources. C'est ainsi qu'est née la Fondation du Bois. Pas au nom de notre père, mais pour honorer le nom de jeune fille de nos mères, le nom que nous portions avant que des hommes ne viennent tout compliquer. La Fondation a 2 objectifs principaux, offrir une aide juridique et un soutien financier d'urgence aux femmes victimes de fraude conjugale, et aider les familles séparées par des secrets et des mensonges à se retrouver, en finançant des recherches généalogiques et des tests ADN. C'était ma façon de transformer la douleur de notre passé en un espoir pour l'avenir des autres. Aujourd'hui, je me sens en paix. Je ne suis plus en colère contre Julien. Il n'est plus qu'un fantôme, un mauvais souvenir qui s'estompe. Ma vraie victoire, ce n'est pas de l'avoir vu me noter. C'est de m'être retrouvé. C'est de voir le logo de la Fondation sur la porte d'un nouveau bâtiment. C'est de recevoir une lettre d'une femme me remerciant de l'avoir aidée à sortir de son cauchemar. C'est de passer un dimanche après-midi dans mon jardin avec ma sœur, Manon, et nos amis, en riant, simplement heureuses d'être ensemble. Parfois, les pires trahisons nous révèlent notre propre force. La personne en qui vous aviez le plus confiance vous a-t-elle déjà trahi de la manière la plus cruelle? Chercheriez-vous à vous venger ou trouveriez-vous la paix dans un nouveau départ? Partagez vos histoires dans les commentaires ci-dessous. Votre expérience pourrait aider quelqu'un d'autre à se sentir moins seul. Si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas de laisser un « j'aime » et de vous abonner pour plus de récits sur la justice, la résilience et les liens inattendus de la vie. Merci de m'avoir écouté et de m'avoir permis de partager mon voyage avec vous. Aujourd'hui, je ne suis plus la femme de Julien, ni une victime, ni même une gagnante de loterie. Je suis Chloé. Et pour la première fois, c'est plus que suffisant.